Monsieur Pape Sambaba, directeur des hydrocarbures au ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Monsieur Pape Massal Dieye, directeur exécutif du FONSIS, le Fonds souverain d'investissement stratégique en charge des investissements, et Monsieur Mor Bahoum, secrétaire technique du Conseil national du suivi du contenu local. Excusez-moi. Monsieur Ba, juste à côté, voilà. Merci beaucoup. Et moi, je serai juste à côté. Alors tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre multisectorielle, donc cette mission au Sénégal organisée par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. Et je vous le disais à l'entame de cet événement, le Sénégal a ouvert un nouveau chapitre de son histoire avec l'exploitation pétrolière et bientôt l'exploitation du gaz. Et au cours de ce panel, nous nous pencherons avec nos intervenants sur les atouts majeurs du Sénégal dans ce domaine, surtout pour les investisseurs, alors qu'ils soient nationaux ou internationaux. Et nous parlons aussi des défis auxquels ils doivent faire face dans un secteur aussi stratégique que le pétrole et le gaz. Alors, je me tourne tout d'abord vers le directeur des hydrocarbures au ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Monsieur Pape Sambaba. Je suis heureuse de vous retrouver quelques semaines après qu'on se soit trouvé pour célébrer ensemble ce premier baril, le First Oil de Woodside et de Petrosen. Ce premier baril qui a fait entrer notre pays donc, dans le club des pays producteurs de pétrole avec des perspectives imminentes pour le gaz. On attend bientôt GTA pour le gaz. Et ma question est, en quoi la stabilité du Sénégal favorise-t-elle les investissements dans ce secteur? Et quelles sont les mesures spécifiques que le gouvernement sénégalais a mises en place pour assurer un cadre réglementaire stable et attractif pour les investisseurs dans le secteur du pétrole et du gaz? Merci beaucoup, Oumi. Bonjour à toute l'assistance et toutes les félicitations au groupe Attijari Wafa Bank et aux investisseurs africains réunis ici. Je pense que s'il est très, en tout cas, salutaire et très bénéfique au continent de voir ces différents acteurs économiques, en tout cas réunis et échanger. Je pense que c'est un des gaps que nous devons combler si nous voulons en tout cas justement maîtriser le développement de l'Afrique. Et le futur appartient à l'Afrique. Je pense qu'effectivement c'est l'un des derniers relais de croissance au niveau mondial. Donc très heureux que les Africains en soient vraiment les acteurs. En tout cas au niveau du Sénégal, effectivement, ça arrive dans le contexte en tout cas de démarrage de la production pétrolière de Sangomar. À savoir que nous avons fait ces découvertes de pétrole et de gaz depuis 2014. Donc le secrétaire général l'a rappelé tantôt. 2015 GTA, 2016-2017, nous avons découvert Yakateranga. Donc c'est en tout cas 4 belles années de découverte et nous espérons en tout cas continuer en tout cas dans cette même logique. Aujourd'hui, nous avons commencé effectivement la production de Sangomar après 10 ans de dur labeur et de mobilisation des équipes à la fois au niveau gouvernemental, au niveau du secteur privé à travers le contenu local. Mais également derrière des partenaires internationaux également qui ont tous pris part, on va dire, à ce chantier titanesque de mise en œuvre, on va dire, de la production pétrolière de Sangomar. GTA devrait démarrer d'ici la fin de l'année, donc avec des premières cargaisons qui devraient être disponibles en 2025. Et on espère que Yakateranga et Birala au niveau de la Mauritanie également dans les mêmes veine pourra suivre. Donc tout ceci a pu se faire parce que nous avons en tout cas un cadre stable qui dit ces investissements parle des risques également. Et les risques qui soient perçus, on commence par les risques pays. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important. Je pense qu'on est avec des banquiers, mais ces risques pays-là étant directement liés à la stabilité politique, à l'environnement des affaires. Donc, c'est un paramètre très important sur lequel l'État veille à travers un ensemble d'acteurs, de structuration, mais également à travers des réformes très courageuses qui ont été mises en œuvre pour favoriser en tout cas l'éclosion d'un tissu économique au niveau local
donc à travers le contenu local, mais également des accompagnements à travers la mise en place de fonds pour le développement du contenu local. Et derrière, voilà, tout un ensemble en tout cas, de mesures sur lesquelles nous pourrons développer, mais pour faire en tout cas de la capacité, du capacity building, capaciter les entreprises, capaciter les Sénégalais pour vraiment prendre part à ces secteurs-là. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Nous reviendrons vers vous dans un instant. En attendant, je passe la parole à Monsieur Pape Massal Dieye. Il est le directeur exécutif du FONSIS, en charge des investissements. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le FONSIS est donc le bras armé de l'État pour impulser les investissements privés. Alors, quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour attirer les investissements sur le Sénégal et accompagner les opérateurs économiques afin d'assurer un impact socio-économique transparent, mais surtout équitable? Assalamu alaikum. Bonjour, chers invités de différents pays venus au Sénégal. Nous vous souhaitons la bienvenue, de remercier les organisateurs de cet événement. FONSIS est le Fonds souverain des investissements stratégiques. Notre rôle est d'accélérer ce que nous pouvons, à notre modeste contribution, d'accélérer la transformation économique du Sénégal, mais via un instrument qui est l'investissement en capital. L'investissement en capital, ce n'est pas le financement bancaire, c'est un investissement patient qui vient en co-investissement avec des partenaires sénégalais, étrangers, entreprendre des projets sur lesquels nous apportons et du capital, mais aussi de la gouvernance, du suivi, une forte implication pour que ces projets soient développés dans une première mesure lorsqu'il s'agit de phase de développement ou implémentés lorsqu'il s'agit d'implémenter ces projets. En termes de stratégie pour capter l'investissement privé, c'est d'abord le cadre. Le Sénégal est un pays, je pense, stable, un pays de paix. Derrière, nos confrères de l'APIX pourraient parler du cadre juridique, fiscal, en tout cas qui inciterait plus ou moins les investisseurs. Quand on parle d'investisseurs, d'ailleurs, j'aimerais revenir sur ce point. Souvent, on parle d'investisseurs en pensant aux investissements directs étrangers. J'aimerais aussi faire un appel dans le cadre de cette assistance à l'investissement privé local. Parce qu'il est important qu'une économie soit aussi financée par son épargne locale. Et c'est tous ensemble, Sénégalais, étrangers, une société inscrite au Sénégal est une société sénégalaise, peu importe l'origine de ses capitaux. Donc la transformation qu'il faut apporter pour accélérer les choses au Sénégal, c'est, je pense, dans la simplification des différentes procédures. Aujourd'hui, le digital est un instrument assez puissant pour faire que l'investisseur ne perde pas de temps. Parce que l'investisseur, nous ne l'oublions pas, il fait de l'allocation de ressources sur des pays, sur des projets. Le Sénégal, lorsque des investisseurs, même sénégalais, investissent, ils ont aussi le choix d'investir en dehors du Sénégal. Il faudrait faire que lorsque le décideur, celui qui dispose d'une épargne à investir, il faudrait faire que cette personne ait toute l'incitation, toute la simplification qui lui est nécessaire pour décider de porter son choix d'abord sur le Sénégal. Et dépendamment des secteurs d'activité dans lesquels on investit, ces instruments doivent être assez sophistiqués, mais toujours dans la simplicité pour faire que l'investisseur ait confiance à venir et surtout d'être dans des environnements qui permettent à maintenir une certaine liquidité de l'investissement. D'où aussi le rôle des marchés à amplifier. Mais bon, je vais m'arrêter là, sinon le débat ne saurait se terminer. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Et vous parliez des investisseurs locaux. Ça me fait d'ailleurs une belle transition pour passer la parole au secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local. Ce volet contenu local est très important dans cette nouvelle phase qu'entame le Sénégal, donc l'exploitation pétrolière. Alors, vous êtes le coordonnateur donc de ce Conseil national. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les principaux objectifs de ce Conseil, qui n'est pas très connu des Sénégalais, qui en entendent parler, mais dans les faits, qu'est-ce que ce Conseil fait? Et quelle est la stratégie économique du pays dans la gestion de ces nouvelles ressources? Monsieur Hussein en parlait tout à l'heure dans sa keynote, c'est un point très important. Voilà, le micro est juste à côté.
Merci Madame Dour pour la question et je remercie les organisateurs d'avoir associé le secrétariat technique du comité national du suivi du contenu local. Sur le plan institutionnel, je suis le secrétaire technique du secrétariat. Le secrétariat, disons, est le bras technique du comité national de suivi du contenu local, dont l'objectif est la mise en œuvre, disons, de la politique, de la stratégie en matière de contenu local pour le Sénégal dans le secteur des hydrocarbures et des mines. On a beaucoup parlé de contenu local et de la nécessité, disons, d'augmenter la part de l'investissement des nationaux dans la chaîne de valeur dans l'industrie pétrolière et gazière. Et nous, notre rôle, c'est d'opérationnaliser cet objectif-là. En quoi faisant? Déjà, il fallait avoir un cadre réglementaire qui définit qu'est-ce qu'on entend par contenu local, quelles sont les attentes et comment accompagner les entreprises nationales, disons, pour pouvoir capter, disons, des opportunités d'affaires dans la chaîne de valeur. C'est dans cette optique-là que le Sénégal a adopté une législation sur le contenu local en 2019 avec des décrets d'application et également a mis en place ce cadre institutionnel. De manière résumée, la quintessence de cette législation, c'est de faire de sorte que les investisseurs nationaux puissent accéder aux marchés, disons, qui sont lancés dans sa mise en œuvre de tous ces projets pétroliers. On a parlé du projet Sangomar, du GTA qui va venir. Maintenant, comment faire de sorte que l'investisseur national puisse accéder à ces marchés-là? Ça, c'est un premier élément. Et c'est dans cette optique-là on a mis en place dans le secteur des hydrocarbures et des mines une plateforme de mise en relation où, disons, les acteurs, les donneurs d'ordre sont obligés de poster leur marché et de sorte qu'il y ait une compétition ouverte pour les entreprises qui ont la capacité, disons, technique et financière de capter ces investissements. Et quand on parle de capacité technique et financière, il y a des standards qu'il faut remplir. Et là également, c'est là où vient notre mission, disons, d'accompagnement dans la formation, de sorte que les entreprises puissent monter en puissance, avoir les capacités pour pouvoir compétir à armes égales. Mais également, une autre mission qui est assez essentielle, c'est qui est axée vraiment sur la formation des ressources humaines, parce que la formation des ressources humaines est un élément également important pour qu'on puisse développer, disons, un écosystème et avoir des ressources humaines compétentes qui puissent, disons, intervenir dans toute la chaîne de valeur. Donc là, c'est la mission essentielle du secrétariat technique. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Barouma. Alors, je repasse la parole à M. Ba. Un des grands enjeux de l'exploitation gazière et pétrolière est la mise à niveau des infrastructures. Quel est l'état aujourd'hui des infrastructures au Sénégal, les infrastructures de soutien notamment, telles que les pipelines ou les installations portuaires permettant d'assurer le transport et l'exportation du pétrole et du gaz? On a vu notamment une vidéo très drôle de fake news qui disait que le pétrole était en train d'être transporté par train. C'est justement le moment de parler de tout ça. Où en sont aujourd'hui ces infrastructures et quels sont les investissements qui sont prévus dans ce domaine ou qui sont déjà même engagés à moyen terme? Merci beaucoup. Alors, l'état des infrastructures. Je pense que depuis, justement, pendant ces 10 ans, il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées. Et en plus, avec le concours des privés locaux. Je commencerai par déjà la plateforme SSB, donc, qui a été implantée au niveau du port de Dakar et qui a joué un rôle et continue à jouer un rôle très important dans le développement, on va dire, de Sangomar et l'exploitation de Sangomar. Et ça, c'est des privés sénégalais vraiment, voilà, qui sont mis en consortium, avoir la force de frappe nécessaire, avoir les compétences nécessaires pour le réaliser. Qui dit exploitation pétrolière et gazière également parle aussi au niveau des pipelines. Donc le Sénégal, dès la découverte de ces pétroles, a mis en place pas mal de stratégies justement pour pouvoir localiser, ou en tout cas bien fonder un marché local du pétrole et du gaz. En adoptant la stratégie Gas to Power et dont l'un des éléments c'était effectivement d'avoir un réseau gazier qui puisse être connecté des champs
gaziers vers les centrales d'abord dans un premier temps, également vers les industries qui ont besoin de ce gaz. Et ça, c'est porté par les réseaux gaziers du Sénégal. Aujourd'hui, il y a un réseau de plus de 300 km qui a été conçu déjà pour relier ces différents points-là, et avec des segments prioritaires, dont le segment nord, donc au niveau de Saint-Louis, qui devrait en tout cas aujourd'hui être lancé incessamment pour pouvoir justement prélever ce gaz au niveau des GTA et l'utiliser pour la production d'électricité. Et au niveau des investissements, je pense qu'au niveau également de la SAR, donc dans le cadre de Sangomar, aujourd'hui, il y a un projet qui a été mis en place dans l'AKTBS qui a été lancé en vue en tout cas du traitement par la SAR d'une partie du pétrole brut de Sangomar. Je peux continuer la liste, elle est très longue, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui de partenariats et de projets à porter par les secteurs privés. Certainement, l'État, en tout cas, est en train d'impulser à travers ces différents organes, ces différentes entités opérationnelles, que ce soit Petrosen, que ce soit la SAR, que ce soit RGS, que ce soit la Sénélec également. Tout ceci, en tout cas, en accompagnement avec le secrétariat technique du contenu local, justement, qui organise, en tout cas, qui impulse, on va dire, les efforts pour le secteur privé local en partenariat avec les différents acteurs intéressés. Donc beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités, et ce n'est que le début. Je me tourne vers Monsieur Dieye. On parle beaucoup des ressources que vont générer le pétrole et le gaz. Beaucoup de fantasmes autour de ça. Alors, comment ces ressources vont être utilisées? Est-ce que je sais que le Sénégal a mis en place un fonds intergénérationnel alimenté par les revenus du pétrole et du gaz? Quel en est l'objectif et quelles sont les stratégies de gestion qui vont en découler? Merci beaucoup. Le Fonds intergénérationnel communément appelé le FIG est un instrument de l'État du Sénégal. Il n'a pas été créé par le FONSIS, mais bien par l'État du Sénégal au travers d'une loi en 2022. Ce fonds intergénérationnel a pour rôle, pour parler très simple, de faire que lorsqu'il n'y aura plus de pétrole et de gaz au Sénégal, que les générations futures puissent avoir une manne financière disponible pour procéder à d'autres investissements liés à leur propre futur. Il est vrai que les revenus du pétrole et du gaz, lorsqu'on parle de ressources, on parle forcément d'emploi. L'État du Sénégal a, au travers d'une loi de répartition, a destiné cette utilisation à diverses fins. Et pour le fonds intergénérationnel, 10% de ces revenus seront captés pour être investis via FONSIS, qui n'est que gérant, qui n'est pas propriétaire de ce fonds, qui est un gérant de ce fonds. Mais la particularité, c'est que c'est un fonds d'épargne. Il n'a pas vocation à investir dans l'économie spéculative. C'est un fonds qui devrait être investi sur des niveaux de risque relativement maîtrisés, pour faire que cette manne financière reste disponible et reste aussi liquide dans la diversification de l'allocation d'actifs qui en sera fait, reste disponible pour les générations futures. C'est une décision de l'État, il faut le rappeler, qui, dans le cadre de sa stratégie d'optimisation des ressources liées aux hydrocarbures, a décidé de créer ce fonds, comme il a créé un fonds de stabilisation et d'autres instruments. Merci beaucoup. Alors, vous parliez tout à l'heure de cette nécessité que vous avez vis-à-vis des investisseurs locaux. Et je passe la parole à M. Bahoum. Justement, aujourd'hui, si des investisseurs locaux ou même internationaux viennent, quelles sont aujourd'hui les incitations qui ont été mises en place pour les accompagner, surtout les locaux? Et quand on souhaite investir aujourd'hui dans le secteur des hydrocarbures, et quelles sont les ambitions du Comité national de suivi du contenu local en termes de participation des opérateurs locaux dans la chaîne de valeur des hydrocarbures? Merci. Une question très intéressante, Madame Ndour. Si vous regardez la chaîne de valeur en fait, de l'industrie pétrolière et gazière, souvent les investisseurs locaux, on dit qu'ils n'ont pas toujours la capacité, disons, d'agir dans certains secteurs.
Donc dans la législation, on a subdivisé par secteur. Il y a des secteurs où on l'appelle le régime exclusif, où les marchés qui y trouvent sont exclusivement réservés aux entreprises privées nationales. Parce qu'on estime que ces marchés-là ne nécessitent pas normalement une capacité technologique qui puisse les ouvrir à une concurrence internationale. Donc ici, dans ces marchés-là, c'est la préférence nationale qui est de mise. Il y a ce qu'on appelle le régime mixte, où on peut avoir des joint ventures entre une entreprise internationale et une entreprise locale. Et dans le cadre de ce joint venture-là, il y a des obligations de transfert de technologie. Donc il y a une association qui puisse permettre à l'industriel local de monter en puissance, mais également avec une obligation, disons, de l'investisseur étranger de transférer les technologies. Et là également, c'est un aspect qui est important parce que le transfert de technologie est vraiment un élément essentiel quand on parle de contenu local. Et là également, c'est très complexe parce que quand on parle de transfert de technologie, il y a des aspects qui sont liés au droit de propriété intellectuelle et au brevet. On est en train de réfléchir un peu sur une stratégie pour faciliter, disons, cette montée en puissance avec la facilitation de ce transfert de technologie. Maintenant, il y a un régime que l'on appelle, disons, qui est ouvert, concurrentiel, où vraiment c'est les investisseurs. C'est assez ouvert, disons, où si l'entreprise locale a la capacité, mais également c'est ouvert aux investisseurs nationaux. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est relatif, disons, à un outil que l'État a mis en place sous forme de fonds qui s'appelle le FADCL, Fonds d'appui au développement du contenu local, qui a également pour objectif d'accompagner le secteur privé national, les entreprises nationales, dans la capacitation, dans la formation pour qu'ils puissent avoir les outils et les certifications nécessaires pour pouvoir intervenir dans toute la chaîne de valeur. Et là, on est en train de mettre en place des stratégies qui puissent déjà alimenter ce fonds-là, parce que c'est assez important, mais également dérouler les programmes, c'est déjà fait. Il y a un certain nombre de programmes qui sont déroulés par le secrétariat pour, disons, développer la capacité et la compétitivité dans les entreprises locales. Merci beaucoup. Et on va faire la dernière round de questions pour cette discussion fort intéressante. Monsieur Ba, donc, nous avons parlé des grands défis liés à l'exploitation du pétrole et du gaz et aussi des investissements. Alors, pour conclure, comment voyez-vous l'évolution et le renforcement des relations entre les opérateurs locaux, les investisseurs, le gouvernement, les acteurs financiers, etc. En tout cas, très positif et très optimiste dans ces relations-là. Et je pense que déjà, voilà, à travers les vécus sur ces 10 dernières années, mais de façon beaucoup plus élargie, bien avant, dans le cadre, on va dire, des investissements au Sénégal, depuis plusieurs décennies, je pense que le secrétaire général en parlait tantôt également, notre pays a à cœur, en tout cas, d'attirer des investisseurs étrangers, mais également de renforcer son tissu économique à travers une capacitation, en tout cas, des acteurs locaux. Et ceci, c'est un combat qui va continuer. Le pétrole ne vient que catalyser, on va dire, aujourd'hui, une croissance ou en tout cas une démarche qui était déjà là. Et le pétrole ne viendra pas remplacer la pêche, l'agriculture, les services, l'industrie. Ça viendra catalyser à travers une baisse des coûts de l'énergie, à travers en tout cas une plus grande facilité à développer des nouvelles chaînes de valeur, notamment dans la valorisation des pétroles et gaz, et derrière en synergie avec d'autres secteurs comme les mines, comme avec les minerais pour pouvoir valoriser ça localement. Donc tout ceci, c'est des opportunités pour l'ensemble de ces acteurs en tout cas, de renforcer leurs relations, mais également derrière de contribuer, on va dire, à l'émergence de notre pays et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations auxquelles appartiennent, on va dire, ces ressources pétrolières et gazières. Donc, de bon augure. De bon augure, et c'est tout le mal qu'on souhaite au Sénégal. Alors, Monsieur Dieye, on a parlé du FIG, le Fonds intergénérationnel, c'est très bien comme outil,
mais pour ceux qui sont là déjà, comment aujourd'hui s'assurer que ces revenus du pétrole, donc les bénéfices, contribuent à une croissance durable et inclusive, et comment le gouvernement envisage-t-il aujourd'hui de diversifier l'économie afin d'éviter une dépendance excessive aux hydrocarbures, au pétrole, au gaz? Merci beaucoup. Vous me posez une question colle, hein. Je ne suis pas représentant du gouvernement. Aujourd'hui, les revenus du pétrole et du gaz, comme l'a rappelé mon frère Sambaba, vont catalyser. Je veux dire, il y a déjà une dynamique qui existe au Sénégal, portée par l'État, portée par le secteur privé national, le secteur privé international. Cette dynamique ne sera que renforcée puisque, par définition, il y aura beaucoup plus de ressources, il y aura beaucoup plus de commandes. Donc les acteurs économiques auront beaucoup plus de travail. Maintenant, au Sénégal, il ne faut pas se tromper. Faire du business, c'est rester dans la simplicité. Ce n'est pas tant théoriser sur des formules mathématiques, physiques hyper compliquées. Convaincre un banquier, les banquiers sont là dans la salle, c'est leur donner une lecture la plus simple, la plus claire, la plus nette possible. C'est à la rigueur être chirurgical dans ce qu'on dit, être très laconique. Voici ce que je dois faire, voici comment je le ferai, voici ce dont j'ai besoin, voici les risques qui sont identifiés, voici comment j'entreprends de circonscrire ces risques, étant entendu que le risque zéro n'existe pas. Le Sénégal est doté d'assez de talents, d'assez de banques, d'assez de compétences, d'assez de contrôleurs, mais il faudrait que chacun puisse rester à sa place et remplir sa mission dans le cadre d'un jeu de rôle et de compétences. Je pense que si nous arrivons à faire que le jeu de rôle et de compétences, autant entre les administrations publiques, les banques, les différents intervenants dans l'économie sénégalaise, se fait de manière, on va dire, simple, de manière rationnelle, de manière logique, il n'y a aucune raison à ce que le Sénégal ne dépasse pas un cap de l'émergence dans un horizon de 5 ans, de 10 ans, pour être raisonnable quand même de 15-20 ans. On a des exemples, on a Singapour, on a la Malaisie, on a beaucoup d'autres pays qu'on peut citer, mais ce sont des pays qui ont été résilients en ce sens que dire est une bonne chose, mais faire est encore beaucoup mieux. Merci. Le pari de l'action. Donc, je termine avec Monsieur Bahoum. Aujourd'hui, comment appréciez-vous l'implication des entreprises locales dans ce secteur et comment les accompagner surtout pour qu'elles investissent un peu plus dans cette chaîne de valeur des hydrocarbures? Et pour terminer, quelles sont les activités vers lesquelles il faudrait les orienter? Je pense que les entreprises locales sont vraiment très présentes dans le secteur. Il y en a qui ont gagné des marchés, aussi bien dans le secteur des mines que le secteur des hydrocarbures. J'ai discuté ce matin avec certains investisseurs qui sont déjà présents dans le domaine. Mais c'est à accélérer, c'est à augmenter et elles doivent être accompagnées. Et un obstacle également, disons, à l'implication du secteur privé national, on l'a toujours dit, c'est le caractère informel de l'économie. Maintenant, comment de faire de sorte d'aller déjà vers une formalisation d'accompagnement pour la compréhension de l'existence de ces opportunités-là et les accompagner vers la montée en puissance. Là également, c'est une des missions du secrétariat, donc d'accompagner à travers ce fonds-là. L'autre également, c'est de les aider à avoir un cadre réglementaire qui est ouvert, concurrentiel et solide. Et c'est là où, disons, l'aspect de réglementation, de régulation et de conformité est important. Parce que l'un des rôles du secrétariat, c'est de faire de sorte, par exemple, que voilà, toutes les opportunités d'affaires et de marché dans ce secteur-là soient ouvertes, concurrentielles et que les entreprises nationales peuvent compétir. Là également, c'est une exigence légale. Et nous, en tant que secrétariat technique, autorité de régulation, nous avons les prérogatives de faire de sorte que tous les marchés soient publiés, qu'il y a une transparence dans la publication des appels d'offres, et que les entreprises locales puissent avoir l'opportunité également de concourir à ces marchés-là. Et s'il n'y a pas respect de cette réglementation-là, de prendre des mesures correctives sous forme de
sanctions. Nous ne souhaitons pas en arriver là. Mais vraiment, dans la dynamique de redéploiement, disons, des missions du secrétariat, la conformité à la législation vraiment joue un aspect essentiel. Et je profite de l'opportunité vraiment pour... Et les différents secteurs dans lesquels on pourrait les orienter, les secteurs aujourd'hui prioritaires dans lesquels il faudrait orienter ces entreprises locales? Il y a le secteur de la distribution qui est un aspect important. Dans le secteur pétrolier, donc l'aspect distribution est vraiment un aspect important. La phase d'infrastructure également, il y a des entreprises qui sont présentes dans ce secteur-là. Et là également, on est en train, disons, de faire une étude pour voir la cartographie, disons, des marchés dans ces secteurs-là, qui sont des secteurs très nouveaux. Et également, c'est l'une des missions du secrétariat de conduire une étude pour faire la cartographie des métiers et des opportunités d'affaires pour voir quel secteur les orienter. C'est un travail sur lequel également nous sommes en train de s'activer au niveau du secrétariat. Bravo. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir voulu participer à ce panel d'ouverture qui s'intitule Investir au Sénégal, stabilité et perspective oil and gas au service d'une croissance continue. Nous avions avec nous M. Pape Massambaba, directeur des hydrocarbures au ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Pape Massal Dieye, directeur exécutif du FONSIS, le Fonds souverain d'investissement stratégique en charge des investissements, M. Mour Bahoum, secrétaire du secrétariat technique du Conseil national du suivi du contenu local. Merci beaucoup, messieurs. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir venir au centre de la scène pour la photo de famille. Merci pour cette discussion passionnante et n'hésitez pas à aller les joindre. Nous allons marquer